Bonjour, vous êtes Ekpardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Messina 1347, un jeu de Vladimir Suchy et de Raúl Fernández Aparicio qui est édité chez Delicious Games. Alors Suchy était un auteur bien connu à l'Expert Game Award vu qu'il a déjà gagné une fois avec Underwater City, c'était encore finale l'année passée avec Praga Capodrini, mais pour une fois, il est associé à quelqu'un d'autre pour réaliser un jeu qui a pour thème la pandémie, mais pas la nôtre, celle de 1347, la peste noire qui était due aux rats accompagnés de puces qui ont propagé la maladie. Et cette peste noire, donc qui vient de la mer Noire, a pu se propager sur l'ensemble de l'Europe à travers les bateaux, les rats. Et une des premières villes touchées a été Messine. Et Messina 1347, c'est un petit peu le début de l'épidémie, comme on pourrait parler de Wuhan 2019. Et on va ainsi voir ce qui est arrivé avec des bateaux qui viennent dans cette ville qui est soumise à la maladie, avec beaucoup de morts effectivement, et maladie contre laquelle on va essayer de lutter en récupérant des villageois, les sauvant, les mettant de côté. Ceux qui sont malades, on les mettra en quarantaine, on va attendre qu'ils guérissent, et les autres, on va les mettre à part pour qu'ils puissent travailler, récupérer un petit peu des ressources pour nous permettre de repeupler ensuite la ville de Messine au fur et à mesure du jeu. Donc ça, c'est l'idée globale. Dans le détail, ça va se jouer en 6 manches. On va avoir des manches ici avec des actions qui vont se passer à chaque fois. On va avoir un plateau de jeu dans lequel on va pouvoir stocker les villageois qui ont des capacités ou des spécificités. On va avoir des nonnes, on va avoir des aristocrates et on va avoir des travailleurs. On va avoir quelques zones pour les mettre en quarantaine qui sont ici. On a un plateau de scoring, de développement, de points de victoire de fin de jeu sous des thèmes bien spécifiques. Et on va avoir 3 lieutenants qu'on va envoyer dans la ville pour récupérer des villageois, pour les sauver, pour combattre les rats. 3 pistes ici pour faire des développements. On a une piste de popularité, une piste de la ville et une piste de la prêtrise, donc de tout ce qui est temple. Et on a du stockage qu'on a ici qui va permettre d'aller chercher des améliorations au niveau de notre plateau de jeu. Voilà un petit peu au niveau du matériel. On a quelques ressources qui sont du bois, de l'or et du feu pour combattre les rats. On va avoir des bateaux qui vont rentrer et on va avoir ici un nombre de marqueurs de rats qui va dépendre du nombre de joueurs. Donc ici, mise en place pour 3 joueurs. On se retrouve avec 18 marqueurs. C'est important au niveau du jeu parce qu'on n'en mettra pas plus. Et si jamais on tombe à court, on sera bloqué dans une des phases d'action de développement. Au niveau du plateau, on a un plateau aléatoire avec une forme qui dépend du nombre de joueurs. On a par contre chaque fois 4 ports et une série de tuiles. Donc on ne va pas utiliser toutes les tuiles qui sont ici à chaque partie. Il y en a certaines qui sont mises de côté. Donc on va avoir une variabilité au niveau des possibilités des actions des tuiles qui se trouvent ici. Comme on a une variabilité, on pourrait changer le plateau des actions ici pour définir l'ordre du tour. Et on pourrait changer au niveau du plateau ici parce qu'il est recto verso. Ça c'est la version de base, c'est la A. Et donc c'est symétrique pour tous les joueurs, mais si on mettait la phase B, on aura alors des plateaux qui sont différents pour chaque joueur avec des actions différentes au niveau du plateau pour les actions plus avancées et donc vous permettre d'avoir une meilleure rejouabilité sur l'ensemble du jeu. Voilà pour tout ce qui est mis en place. Donc maintenant parlons un petit peu du jeu en lui-même. 6 manches et chaque manche va commencer de la même manière, c'est-à-dire on va faire les actions qui sont indiquées ici. Les actions ici, c'est d'abord de définir le bateau qui va arriver en ville, où est-ce qu'il va se placer. Donc on a une pile de bateaux ici et on a 4 petits marqueurs qui se trouvent ici. On va révéler le premier pour définir dans quelle zone de dock le bateau va arriver. Ici c'est celle avec le feu et donc le bateau va arriver dans un des emplacements ici de la zone qui a été indiquée par le petit marqueur. Donc les 4 zones vont arriver dans les 4 tours vu qu'à chaque fois on a un des symboles différents. Ici le bateau arrive avec un petit marqueur de rat qui se trouve dessus. Et ensuite, on va définir, étape suivante, où se trouvent les rats pour cette première manche. On a une petite roue d'action et à chaque manche, on va tourner la roue d'un cran et on va voir au-dessus un symbole de rat qui apparaît. Le symbole de rat ici, c'est le rat debout. Et bien, dans toutes les cases où il y a un rat debout, je vais placer un marqueur. Hop, hop, et c'est tout. On va ensuite mettre des villageois nonnes que l'on va placer sur toutes les cases roses, une nonne. Alors, tous les villageois ont 2 faces. Il y a une face jaune qui est avancée et une face de base qui est ainsi. Donc, on va toujours les placer en face de base et puis après, on les avancera soi-même vu que ce sera une des actions spécifiques de son jeu. Donc, du rose et du rose. Qu'il y ait un rat ou pas ne change rien du tout. Les workers, les travailleurs vont être dans les zones blanches.
Si jamais dans le cours du jeu, il y a déjà un personnage à l'endroit où vous voulez placer le vôtre, c'est pas grave, vous en mettez un deuxième, donc c'est pas un souci. Il n'y a pas de limitation de nombre, même si ça n'arrive pas effectivement souvent parce que les gens vont les retirer. Et ici c'est orange et il n'y a qu'une case orange dans cette mise en place-ci. Le hasard a fait qu'il n'y avait qu'une seule case orange actuellement. Voilà, donc ça c'est la fin de ma mise en place. J'ai mis des marqueurs worker sur le blanc, sur le rose des nonnes et sur l'orange des aristocrates. Le jeu me dit qu'à cette phase-ci, il faudra un feu pour combattre un rat. À la fin du jeu, les deux dernières manches, il faudra à chaque fois 2 feux pour combattre un rat, mais je reviendrai au niveau des combats. C'est toute l'information qui est placée ici et les actions qu'il faut faire pour le début de ma partie. Le tour de jeu va se passer comment? À tour de rôle, chaque joueur va pouvoir faire une action avec un de ses lieutenants. Et donc, il y a une série d'actions associées. L'action, ça va être d'aller activer un lieutenant sur une tuile. Je vais le placer sur une tuile qui n'a pas encore de lieutenant qui est placé debout. Je vais ensuite récupérer un des villageois qui se trouve sur la tuile s'il y en a. Je vais ensuite combattre les rats qui seraient présents. Et enfin, je vais activer l'action de la tuile ou repeupler la tuile en faisant ce qui se trouve au-dessus. Donc, on va placer un meeple, on va récupérer des villageois s'il y en a, on va combattre les rats et on va activer la tuile. Ça, c'est l'action globale d'un joueur. Maintenant, définissons un petit peu ce qui est l'action de mettre un meeple effectivement en jeu. Donc, chaque tuile ne peut avoir qu'un seul meeple lieutenant qui est debout. Dans le cours du jeu, on va avoir des meeples qui vont être couchés. Et ça, ce n'est pas gênant. Je pourrais très bien, moi-même, aller me placer sur la tuile, même s'il y a un meeple couché. Donc, les meeples couchés n'ont pas d'impact. Seul le meeple debout compte. Et quand je dis je pourrais aussi aller avec un de mes personnages à un endroit où j'ai déjà un de mes meeples couchés. Donc, l'action, quand au début du jeu, tous mes meeples sont en dehors du jeu, c'est effectivement de le placer de dehors le jeu vers l'intérieur du jeu. Si, dans le cours du jeu, à la manche suivante, je me retrouve avec des meeples qui sont couchés à des endroits clés, je vais d'abord relever et utiliser les meeples qui sont couchés avant d'en remettre des nouveaux, parce qu'il y en a 2 qu'on pourrait aller récupérer ici dans le jeu. Donc si j'en récupère dans le jeu, je vais d'abord m'occuper de ceux qui sont couchés que je vais me remettre debout avant d'envoyer des nouveaux meeples sur le plateau. Et quand je vais activer un meeple qui était couché, je vais soit le remettre debout et refaire l'action qui se trouve sur la tuile présente, soit je vais le remettre debout en me déplaçant sur des tuiles qui sont adjacentes. Alors, les tuiles directement adjacentes, donc ici c'est 3 là, pour l'instant, mais ça coûte 0. Si je veux aller plus loin, je veux aller par exemple jusqu'ici pour activer l'action de la tuile ici, eh bien ça va me coûter 1. Donc chaque case supplémentaire va coûter 1 sou. Donc 0 pour la première, 1 sou, 2 sous, 3 sous et 4 sous si je voulais aller jusqu'au bord du dock. Donc le dock, eh bien une case en lui-même, si je suis ici et que je veux aller sous les docks, c'est 1, 2, donc 0 sous, 1 sou et je vais aller sur le dock. Donc la première action qu'un joueur fait, s'il n'a aucun meeple lieutenant qui est en jeu, il va donc ramener ses meeples sur une case où il n'y a pas de lieutenant debout. S'il a des lieutenants qui sont couchés, il doit d'abord relever et déplacer éventuellement son meeple lieutenant. La première case est gratuite, les cases suivantes coûtent 1 sou. Très simple au niveau du placement initial. Après avoir placé ou déplacé son personnage, donc par exemple ici, je me déplacerai là, je vais aller sauver un villageois. Le villageois, il se trouve ici, je vais le récupérer. Il y a 2 types de villageois. Les villageois qui ont été en contact avec un rat, le petit cube noir qui se trouve là, et les villageois qui ne sont pas en contact avec un rat, qui sont sur une tuile, qui n'ont pas de contact. Un villageois en contact, il est potentiellement malade, donc on va le mettre en quarantaine. En le récupérant, je vais le placer ici dans une des 4 maisons de quarantaine que j'ai sur mon plateau de jeu. Il ne peut y avoir qu'un seul villageois par maison. Et au fil du temps, il va avancer et il va finir par sortir de la quarantaine. Quand il y a des villageois dans toutes les maisons, donc je ne parle pas dans toutes les cases, vu que une maison, un villageois, dans toutes les maisons, et que vous devez reprendre malgré tout un nouveau villageois, ce villageois, vous le mettez en dehors de votre jeu, vous ne savez pas le placer dans une maison de quarantaine. Si j'avais récupéré un villageois qui n'était pas en quarantaine, alors je vais le placer dans mon plateau ici, dans une zone qui est dédiée. Donc ici, en brun, les travailleurs, en vert, les aristos, en noir, les nonnes. Et il y a toutes des petites cases, des petites maisons, ainsi on va dire, où on va pouvoir les stocker. On va choisir l'endroit où on va le mettre, et en fait, ces endroits-ci ont tous une petite action qui est associée. Et quand je vais activer la case, je vais évidemment activer l'action. J'avais pris
une nonne et que j'avais placée ici, eh bien j'ai une action feu. Elle ne fait rien lorsqu'elle est posée, mais quand j'activerai l'action de ma nonne, et ce sera le surveillant qui se trouve ici qui va le faire, je vais pouvoir récupérer le bonus associé. Donc récupérer un villageois, s'il y a un rat, il va en quarantaine, s'il n'y a pas de rat, il va sur votre plateau. S'il n'y a pas de place sur votre plateau ou s'il n'y a pas de place au niveau de la quarantaine, il part hors du jeu, c'est toujours un petit peu dommage. Phase suivante, je vais combattre les rats. Pour combattre les rats, il me faut des jetons feu. Si je n'ai pas de jetons feu, je ne sais pas combattre le rat et il va donc rester sur place un ou deux rats. Parfois, il y a plusieurs rats qui sont sur place. Chaque rat qui doit être combattu qu'un jeton feu. Si j'ai un jeton feu, je le dépense. Le rat est éliminé, il revient ici dans mon stock. De nouveau, c'est important parce que le nombre de rats est compté. Et je vais gagner un point de popularité au niveau de la piste de popularité qui se trouve ici. Et je gagne immédiatement ce qui est indiqué au-dessus. Ici, c'est un sou. Là-bas, c'est une avancée dans une des autres pistes. Et on va avoir des bonus au fur et à mesure du temps. Dans le jeu, il y a deux types de feux. Je ramène mon petit rat ici. Il y a les feux 1 et il y a les feux 2. Le grand feu a l'avantage de pouvoir éliminer aussi un rat dans la case voisine. Et donc, si jamais j'avais un grand feu et que je décide d'utiliser mon grand feu pour éliminer le rat là, j'éliminerai celui-là et j'éliminerai peut-être aussi celui-ci. Donc j'aurais éliminé 2 rats et j'aurais pu progresser 2 fois sur la piste associée. Donc beaucoup plus intéressant au niveau du jeu. Je vous ai dit, dans les 2 dernières manches, il faudra avoir 2 feux pour combattre. Alors ça, même si c'est une double flamme, ça compte que pour un jeton feu. C'est-à-dire que si je voulais combattre un seul rat qui serait présent ici avec 2 jetons, eh bien un jeton simple et un jeton double, je ne pourrais éliminer que ce rat-ci. Si je voulais éliminer 2 rats, je devrais alors utiliser 2 jetons double feu, auquel cas j'aurais pu éliminer ces 2 rats en une seule fois. Donc les jetons feu, un seul jeton petit feu élimine un rat sur place, un gros jeton feu élimine un rat sur place et dans une case adjacente. Lors de la fin du jeu, il faut 2 jetons feu pour éliminer un rat et pour pouvoir l'éliminer dans une case adjacente, il faut 2 jetons grand feu. Chaque rat éliminé vous fait progresser de 1 sur la piste de popularité, c'est le cas indiqué avec un feu ici. Et ici, après avoir fait le combat du feu, il reste encore des rats sur place parce que vous ne les avez pas combattus, parce qu'il y en avait beaucoup, vous n'avez pas su tout combattre. Eh bien, chaque token rat qui reste va vous obliger de prendre un token rat qui va être ici et qui va être un malus en fin de jeu. Donc, essayez vraiment de pouvoir les éliminer. C'est pas toujours facile, il faut réussir à avoir des marqueurs de feu et donc il faudra les récupérer pour pouvoir faire bien les choses avec ça. Dernière action de ma case, ça va être de faire l'action de la tuile justement. Alors, l'action de la tuile ici, c'est de gagner un marqueur de feu. C'est dommage, j'aurais bien aimé l'avoir avant de combattre le rat si j'étais vraiment venu ici. Gagner un marqueur de feu. Il y a des choses très simples, c'est effectivement gagner de l'argent, c'est progresser dans une des pistes, c'est gagner des ressources de bois, et puis il y a des symboles qui vont vous renvoyer à autre chose. 2 symboles importants, c'est le symbole de la scie qui va me permettre de faire une construction, et les symboles associés à chaque faction, on va dire, donc les aristocrates, les travailleurs et les nonnes, ici, qu'on trouve aussi là-bas, qui vont nous permettre de déplacer mon surveillant. Le surveillant, c'est donc ce petit marqueur qui part d'ici et qui va partir dans le jeu, qui va aller par là, qui va choisir s'il va d'un côté ou de l'autre de mon plateau, et puis qui va revenir vers le centre, et quand il sera arrivé là au fond, ben, il ne bougera plus. Donc mon surveillant, c'est quelqu'un qui va se déplacer ici, et lors de ces déplacements, en fait, il va activer justement tous les villageois qu'on a placés sur le chemin. Enfin, tous les villageois, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on va souvent faire des choix. Ma première case, par exemple, ici, si jamais j'avais envoyé mon personnage faire une action nonne là-bas, de surveillant nonne, ça va être de pouvoir activer le symbole qui se trouve ici, une des 2 cases qui se trouve adjacente, donc il y a des petits liens qui ramènent vers des cases bien spécifiques, seulement s'il y avait un citoyen qui était dessus. Donc ici, si je vais là, je ne peux pas activer celle-là, je ne peux activer que celle-ci, et je vais gagner alors un feu. Si j'avais 2 personnages, j'en avais un de chaque côté, je ne choisirais que un des 2. Quand je vais avancer encore, je vais choisir dans quel sens je vais. Imaginons que j'aille par là. Ici, je vais pouvoir activer un personnage dans toute la zone. Là, je vais activer un personnage dans toute la zone. Ici, c'est un plus. Je vais activer un personnage ici et un personnage là-bas. Donc là-bas, je vais pouvoir avoir des citoyens qui sont placés de 2 côtés et pouvoir faire le pouvoir des citoyens de chaque côté.
À nouveau, je vais faire de chaque côté une fois. Et là-bas au fond, je vais faire 3 citoyens de mon choix, 3 différents, dans l'ensemble du plateau de jeu. Donc, très simple, au niveau de l'action, j'avance et je vais choisir de quel côté où je vais, vu que je ne serai pas nécessairement activé tout. C'est toujours un gros choix à faire. Et quand j'ai placé mes citoyens quelque part, je ne peux pas les redéplacer ailleurs. Donc ils sont placés une fois à la récupération et il faudra faire avec. Si c'est plus ça que vous avez envie, il faudra en prendre d'autres pour les mettre ailleurs. Alors, mon surveillant, il a 2 côtés. Il a un côté normal et un côté amélioré. Certaines actions me permettent d'améliorer mon surveillant. C'est par exemple le cas ici. Quand j'avancerai sur la piste de l'église, au niveau 2, je pourrai passer un surveillant à l'étape 2. Quand j'ai un surveillant au niveau 2, eh bien, en avançant ici, je pourrais activer les 2 côtés. Donc j'ai un +1 en fait dans l'activation, mais pas 2 fois le même, toujours 2 différents. Donc si j'ai des nonnes de chaque côté, je pourrais activer les 2. Si j'arrivais là, je pourrais activer 2 dans la zone. Si je n'en ai qu'un, je n'en active qu'un. Donc à moi, à me débrouiller pour en avoir un deuxième, et ainsi je pourrais activer les 2. J'active les 2, j'en active 2 dans une zone, l'une ou l'autre, et une dans l'autre. Donc je n'ai qu'un +1, je n'ai pas un x2, je ne double pas l'action. Donc je peux faire 2 et 1 ou 2 et 1. Pareil, et à 3, il n'y a pas de bonus. Donc je fais juste les 3, je ne passe pas à 4. Voilà, ça c'est le surveillant avancé, ce qu'il vous apportera au niveau de votre tour. Quand il est arrivé là-bas, c'est fini, il s'est plus déplacé, il est arrivé au bout de son tour. Il ne peut pas refaire un tour bonus derrière. Ça, c'était pour tout ce qui était surveillant. Les icônes qu'on va retrouver ici sont les mêmes icônes qu'on va retrouver dans le jeu, donc je n'ai pas besoin d'aller les détailler en tant que telles. Elles sont très très simples. Parfois, il y a un petit symbole comme quoi il faut payer pour faire une progression, mais ça, c'est vraiment très simple au niveau du jeu. L'autre type d'action qui est spécial, donc, c'est le fait d'avoir la scie. La scie, c'est pour aller construire ici des bâtiments qui sont des bâtiments d'amélioration. Il y a 3 types de bâtiments. Les premiers, ce sont les bâtiments de quarantaine. Les bâtiments de quarantaine, ils ont un coût à payer qui est indiqué à gauche de la tuile. Je paye le coût et je le prends. Je vais le mettre ici. Ce n'est pas un bâtiment supplémentaire, c'est simplement un bâtiment qui va m'apporter quelque chose au niveau du jeu. Ce bâtiment de quarantaine, il va servir à quoi? Eh bien, il va permettre que les villageois qui sont présents dans le bâtiment ne restent pas à se tourner les pouces, mais qu'ils travaillent et qu'ils me rapportent des ressources à la fin de la manche. C'est un petit peu le même principe avec les bâtiments ici d'ateliers. On va avoir des ateliers et on a des ateliers qu'on peut placer ici. Quand c'est rempli, on doit retirer un atelier si jamais vous voulez en rajouter un autre. Les ateliers, ils ont aussi un coût qui est indiqué sur le côté. Il y a des ateliers pour toute la phase 1 et à partir de la manche 5, on les remplacera par des bâtiments de niveau 2. Pourquoi? Parce que eux, ils ont des one-shots directement quand on les crée, parce qu'il y aura moins d'actions de fin de manche à partir d'un certain moment, et donc on va toucher directement quand on va les créer, qu'on va mettre un villageois dedans, parce que les ateliers, ils ont besoin d'un villageois. Alors je vais mettre quel type de villageois? Je vais mettre ce qui est indiqué sur le côté. Alors ici, il me dit que j'ai besoin d'un villageois de type travailleur. Mais vous voyez, le travailleur, il est brun sur fond jaune. Parfois, il y a le blanc sur fond brun. Pourquoi? Parce que les villageois, ils ont 2 faces, la face normale et la face améliorée. Il y a une action qui va me permettre d'améliorer mon villageois, comme par exemple ici, chez les nonnes, qui va me permettre donc d'avoir un villageois amélioré. Ici, j'ai besoin d'un villageois qui soit en jaune et qui soit de type travailleur. Si je l'ai dans mon plateau de jeu ici, je vais pouvoir le mettre à travailler. Je ne peux pas récupérer un villageois qui sera en quarantaine. Il est en quarantaine, il est bloqué là-bas. Par contre, si je n'avais pas encore de villageois de type travailleur et que mon villageois ici sort de quarantaine, je pourrais alors le placer là-bas. Il ne servira à rien pour l'instant parce qu'il n'est pas niveau amélioré et je devrais attendre qu'il soit vraiment amélioré pour pouvoir produire effectivement ici. Parce qu'effectivement, les maisons ateliers que je vais pouvoir mettre ici vont me permettre, tout comme les bâtiments de quarantaine, de produire quelque chose à la fin de chaque manche. Donc un coût de construction avec la scie et alors je vais avoir un type de villageois qui est indiqué. Alors parfois les tuiles sont un petit peu plus complexes et me proposent les 2 symboles avec un plus entre les deux. Eh bien ça veut dire que si je mets un villageois simple, je n'aurai en production que la partie haute. Si je mets un villageois qui était amélioré, j'aurai alors la partie haute plus la partie basse. C'est donc un upgrade qui est fait selon que j'ai un villageois d'un niveau ou d'un autre. J'ajouterai aussi qu'un villageois amélioré qui travaille ici vous rapportera un point de victoire en plus, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans la fin de manche. Alors la dernière chose que je peux aussi construire, c'est ceci. Ce sont des chariots. Des chariots qui sont placés
de niveau 1 à 5 au niveau des piles ici, qui me demandent toujours de payer ce qui est indiqué sur le côté pour les avoir. Et en fait, ils me seront nécessaires afin d'envoyer des villageois pour repeupler les cases. Parce que je vous ai dit, quand on va jouer ici la dernière phase qui est de faire l'action de la tuile, on peut soit faire l'action de la tuile, soit repeupler. Et donc, on va avoir ici, sur la case sur laquelle je me trouve, le coût pour repeupler. Et pour repeupler, il faut absolument des tuiles de chariot. Chaque chariot va me permettre d'envoyer des villageois sur place. Et une fois qu'il est utilisé, il est retourné. Au début de chaque manche, on va réactiver nos chariots. Donc à chaque manche, on peut utiliser un chariot pour repeupler une zone. Alors repeupler, donc ça fonctionne comment? Il faut payer tout ce qui est indiqué là-bas. Payer donc du bois ici. Et puis, on va envoyer spécifiquement des types de villageois. Ici, il faudrait envoyer 2 travailleurs plus une nonne avancée vu qu'elle est en jaune. Ça, je vais les récupérer où? Je vais les récupérer dans mes zones de travail ou sur mon plateau de jeu. Et donc ceux-là, je vais pouvoir les envoyer avec mon chariot pour repeupler la zone. Et je vais mettre un petit marqueur à ma couleur au-dessus pour dire que c'est à moi, c'est moi qui ai été repeupler cette zone-là. Ça aura 2 impacts le fait de repeupler. Le fait de repeupler, c'est que si un joueur dans le futur vient activer cette même tuile, que ce soit moi ou un autre, je vais gagner 2 points de victoire, ce qui est indiqué au-dessus. Deuxième action, si dans le cours du jeu, on doit replacer un marqueur sur une tuile dont je suis le maître au niveau du repeuplement, je me prends immédiatement un petit marqueur rat qui s'ajoute ainsi à mon stock. Donc le faire très tôt dans le jeu, c'est potentiellement un risque parce qu'on risque d'avoir des marqueurs rats en plus des autres, mais ça vous rapportera des points de victoire si cette tuile-là est fortement demandée. Maintenant, c'est pas toujours facile parce qu'il faut avoir des villageois spécifiques, il faut avoir un chariot, ça coûte assez cher aussi malgré tout du jeu. Et puis ça enlève vos villageois ici ou en production et donc ça limite un petit peu vos gains de fin de manche et les actions de vos surveillants. Mais le repeuplement est malgré tout très utile, les points de victoire d'activation de la tuile. Et vous avez ici en dessous, à chaque fois un numéro en jaune. Ce sera évidemment des points de victoire de fin de jeu. Et donc j'ai quand même un grand intérêt à aller le faire dans le cours du jeu parce que c'est beaucoup de points à aller récupérer. Évidemment, plus c'est cher, plus il y aura un coût important pour le placer. Et ici, vous avez un petit symbole spécifique qui est un meeple qui est couché. Ce meeple couché, ça veut dire que vous allez devoir utiliser un de vos lieutenants qui n'a pas encore été activé, donc soit parce qu'il est couché quelque part, soit parce qu'il est encore debout devant vous, et il va être défaussé du jeu, donc vous ne l'aurez plus pour faire des actions. C'est toujours parfois embêtant d'aller chercher les plus importants trop tôt dans le jeu, vous avez des actions de moins par rapport aux autres joueurs. Une chose que je n'ai pas précisé, c'est que quand je fais l'action d'une tuile, après avoir fait l'action d'une tuile, je peux aussi payer pour avancer un de mes marqueurs dans la zone ville ou dans la zone église, et le coût pour avancer dépend du nombre de lieutenants que j'ai ou que j'ai eu, parce que même un lieutenant que j'aurais utilisé pour placer un marqueur de population ici, mais que j'ai jeté, va comptabiliser dans le nombre de lieutenants que j'ai eu. Donc au début, je vais payer 3 pour avancer mes marqueurs, et l'intérêt évidemment est d'avancer ici, avancer, avancer, et là-bas je vais récupérer un lieutenant en plus, que je placerai donc après avoir relevé tous ceux qui sont là-bas. Et maintenant, pour avancer un de mes marqueurs, je vais devoir payer 4, vu que j'ai maintenant 4 lieutenants à ma disposition et potentiellement 5 quand je suis arrivé là-bas. Alors dans le cas des petites spécificités, il y a le bateau. Le bateau, pour aller s'occuper d'un bateau, il faut être à côté, donc sur le dock. Je vous ai dit qu'on pourrait être plusieurs. Pourquoi? Parce qu'il pourrait y avoir plusieurs bateaux à récupérer. On va récupérer le bateau. Et sur le bateau, il y a 2 types d'informations, c'est un type de ressources et un bonus. Ici, c'est le 3 argent. Et vous avez un rat. Le rat, il se combat avec le feu comme d'habitude. Si vous n'avez pas de feu pour le combattre, il va quand même être enlevé et à la place, vous prendrez un marqueur rat. Si vous utilisez un grand feu, ça ne permet pas de combattre le rat sur un bateau voisin. Donc le bateau est vraiment un bateau unique. Il va venir chez vous. Et son impact, ça va être en fin de jeu de vous permettre d'avoir des bonus selon le nombre de ressources que vous allez avoir. Et il y a un marqueur ici que je vais pouvoir faire progresser qui me rapportera des points de victoire selon le nombre de ressources que j'ai dans mon jeu, jusqu'à 6 points de victoire par ressource. Marqueur que l'on fait progresser quand on fait l'action de parchemin, par exemple, au niveau de mon plateau de jeu. Et lorsque j'ai plusieurs bateaux, quand j'en ai 2, 4 ou 6, je peux aussi faire avancer un de mes surveillants d'une case. Donc immédiatement, j'ai un surveillant qui pourra progresser d'une case et refaire une action potentielle. Donc les bateaux peuvent être utiles pour récupérer des ressources, pour gagner des points de victoire de fin de jeu par bateau
que vous aurez récupéré somme toute, et gagner un bonus pour faire avancer un surveillant. Si à un moment donné, un de vos lieutenants qui était couché dans le jeu, vous ne savez pas le relever pour le mettre ailleurs parce que toutes les cases qui sont gratuites, donc sur lui ou adjacentes, sont déjà prises par quelqu'un d'autre, vous pouvez le ramener dans votre plateau de jeu et alors il vous rapportera un sou. C'est pas nécessairement la meilleure des actions, mais parfois quand on est bloqué, il vaut mieux ça qu'autre chose. Ça peut être aussi fait si vous ne voulez pas relever votre personnage pour faire l'action sur place parce qu'il y a un rat, parce qu'il y a trop de dégâts à faire si vous restez sur place et donc vous pouvez le ramener alors dans votre plateau de jeu. N'oubliez pas que quand vous quittez un dock, la première case gratuite c'est ici. Si je vais là-bas, c'est payant vu que je vais faire 2 cases, donc la première case est gratuite, les suivantes sont payantes. Quand tout le monde a placé ses personnages, donc tout le monde a joué et donc on va avoir un petit peu de personnages qui vont être à gauche à droite ainsi. Avec logiquement les villageois qui ont été repris sur les cases qui se trouvent ici, des rats qui sont combattus ou pas, qui peuvent très bien rester sur place et on n'a pas su les combattre, et puis des villageois qui vont rester sur certaines tuiles. Alors on en arrive donc à la fin de manche. Ce qui va se passer, c'est qu'on va d'abord faire produire tous ces bâtiments qui peuvent le faire. Donc les bâtiments sur lesquels il y a un villageois qui est présent de quarantaine, qui a une valeur de production, et les ateliers qui se trouvent ici sur lesquels il y a un villageois qui est en train de travailler. Selon son niveau, éventuellement des modifications. Et comme j'ai dit, si jamais c'est un villageois qui est avancé, donc qui est retourné, il marque en plus un point de victoire. Si j'ai un villageois qui est avancé ici, il ne marque pas de point de victoire. Il faut qu'il soit au travail pour qu'il puisse marquer un point de victoire. Et donc je vais gagner les points de victoire associés, les ressources qui sont associées au niveau de tous mes bâtiments. Je vais ensuite faire avancer mes citoyens qui sont en quarantaine d'une case. S'ils sortent, je peux alors les récupérer pour les mettre dans mon jeu quelque part. Ici, ou alors si j'avais un atelier adapté, j'aurais pu l'envoyer sur un atelier. Une fois qu'il est posé, je ne peux plus le bouger, mais je pourrais envoyer plus tard dans un nouvel atelier quelqu'un qui serait dans ma zone ici éventuellement. Donc quarantaine, j'avance d'une case, il faut donc 2 manches pour que quelqu'un qui est arrivé en quarantaine à un tour puisse en sortir. Je vais ensuite faire descendre mon marqueur de 1 pour la manche suivante. Je vais coucher tous les personnages qui sont en jeu pour bien dire que ici il ne bloque plus la case et qu'un autre joueur pourrait y aller sans aucun souci. Donc on va préparer pour la manche suivante, il faudra les remettre debout. J'ai encore une donne qui traîne qui a sûrement été prise par le joueur. Tous les citoyens qui sont sur un marqueur où il y avait un rat et qui n'ont pas été sauvés vont être retirés du jeu, donc je vais les enlever à ce niveau-là. Tous les rats restent sur place. Je vais revoir l'ordre du tour en fonction du symbole qui est indiqué ici. Et ici, on va avoir le symbole en premier de l'église. Et donc, l'ordre du tour va être redéfini par rapport aux personnes qui se trouvent ici sur l'église. En cas d'égalité, si on avait quelque chose comme ceci, ce serait le joueur qui serait au-dessus, qui passerait premier. Et donc, on aurait quelque chose comme ceci. On va ensuite refaire les bateaux. Les bateaux, manche 2, un seul bateau. Ici, à la manche 4, 5, 6, on mettrait 2 bateaux. Et alors, on retourne ce marqueur-ci. On voit à quel endroit il faut mettre un bateau. Et je place un bateau là-bas. Si je devais placer 2 bateaux, je les place les 2 au même endroit. Si jamais une zone était complète et il n'y avait plus de place, on le placerait dans le port suivant, à ce niveau-là. On place au niveau du bateau systématiquement un petit marqueur de peste. Donc ainsi, il arrive évidemment toujours avec ces petits rats. On va ensuite pouvoir mettre une nouvelle tuile. Et on a des stocks de tuiles qui se trouvent ici, qu'on va rajouter au fur et à mesure du jeu pour augmenter la taille de la ville. Et cette tuile-ci va venir dans la case qui va suivre le placement du bateau. Le bateau a été tiré donc sur cette zone-ci. Et il y a à chaque fois, et vous voyez ça sur la règle du jeu, les emplacements où je peux placer mes tuiles. Donc c'est ici, là-bas, 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 là-bas et là-bas pour une partie à 3 joueurs. Et donc je vais tirer la case où je vais placer la tuile suivante. Et je vais donc placer la tuile suivante au plus proche du bateau qui a été tiré ici. Ensuite, on va revenir à notre petit marqueur ici, notre petite roue. On fait tourner d'un cran et on voit qu'on replace des marqueurs rats sur toutes les cases où le rat regarde à gauche. Donc on va mettre ici, on va mettre là-bas, à gauche, et c'est tout. Et on va remettre les personnages citoyens sur les couleurs associées, donc comme tout à l'heure. Donc je vais les replacer partout sur le jeu. C'est toujours le même principe à ce niveau-là. Et je vais voir, tiens, cette fois-ci, il faut toujours un feu pour combattre les rats. On est reparti pour une nouvelle manche, sauf que maintenant, je n'ai plus de bonhomme à mettre d'ici. Donc je vais les relever, les déplacer, faire l'action.
Là, si je sauve les villageois, ben, j'en ai directement 2 que je peux placer dans mon jeu, directement à des endroits que je juge opportuns. Je vais combattre les rats et on est reparti sur toute la série qui va avec. Et on va faire cela pendant 6 manches, avec parfois des spécificités, donc comme par exemple ici, à la manche 4, où je vais jouer 2 fois l'action pour mettre des rats. Donc je vais mettre des rats à un endroit, je vais tourner, je vais remettre des rats à un nouvel endroit. Donc il va y avoir une grosse prolifération ici. Tandis qu'à la dernière manche, il n'y a plus de rats, ni même de villageois à placer. Alors attention ici, quand je dois placer 2 fois les rats, si à un moment je ne sais pas placer, parce qu'il y en a déjà plein, qu'il ne me reste plus que 2 et que je dois placer des rats sur tous les rats qui tournent la tête à droite et qu'il y en a plus que 2 à placer, comme par exemple ici 1, 2, 3, 4, 5 et je n'ai pas assez de rats, j'en mets 0. Donc soit je les place tous, soit je n'en mets pas. C'est important aussi à savoir parce que parfois ça permet d'éviter de placer des rats à un endroit spécifique. Et n'oubliez pas, si vous placez des rats à un endroit où il y a un de vos marqueurs de repeuplement, vous prenez systématiquement un petit jeton rat qui va avec. À la fin du jeu, donc quand on a fini les 6 manches, il va y avoir le décompte final. Alors le décompte final, on va regarder quoi? Bien déjà, on va regarder le nombre de rats que vous avez ici. Selon le nombre de rats que vous avez, vous allez reculer votre marqueur sur la piste de popularité. Alors pour 2 rats, je reculerai de 1. Alors c'est une piste qui est indiquée dans le livre des règles. Donc c'est 0, 1, 2, 4, 7, 10, 13 pour 1, 2, 3, 4, 5 rats. Et ainsi on va monter comme cela. Donc je vais reculer ici potentiellement de 1 sur la piste de popularité. Cette piste est importante parce qu'elle va scorer 2 fois. Elle va scorer une fois au niveau des valeurs sur lesquelles je suis arrivé. Donc l'endroit où je me trouve sur le plateau va me permettre d'avoir des bonus en points de victoire. Mais aussi pouvoir avoir des points de victoire selon si je suis le premier, le deuxième ou le troisième sur la piste. En cas d'égalité, c'est celui qui a le plus de marqueurs de feu qui va l'emporter, donc qui va être premier. Et pour cette égalité seulement, un marqueur double compte pour 2. Donc comme ceci, j'aurai 4 marqueurs de feu pour voir si je suis premier en cas d'égalité, par exemple avec le rouge. Et donc je vais marquer les points de victoire qui sont ici. Chaque autre piste va aussi avoir des points de victoire qui vont pouvoir scorer. Alors les petites doubles bandes que vous voyez ici, c'est utilisé quand vous jouez dans le mode avancé du jeu. Donc ici je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous allez avoir donc pour chaque piste ici aussi les points de victoire. Vous allez avoir les points de victoire de tous les endroits où vous avez fait du repeuplement, donc les points de victoire ici qui se trouvent là. Et puis on va avoir les points de victoire selon mon avancée au niveau des 3 types de parchemins qui se trouvent là. Donc des points de victoire selon le nombre de bâtiments que l'on a construits, aussi bien bâtiments de type atelier que bâtiments de quarantaine, maximum 6 bâtiments comptabilisés. Si je suis au-dessus dans ma configuration ainsi, ça ferait donc 3 x 4 points de victoire. Les points de victoire selon le nombre de bateaux donc, qui ont ramené des biens qui se trouvent ici. Et donc là, j'aurai 3 x 1 point de victoire. Et puis le nombre de points de victoire selon le nombre de repeuplements que j'ai fait dans le jeu. Donc 5 x 1 ici, 5 points de victoire. Je vais pouvoir donc avancer dans ces zones-là pour marquer des points de victoire supplémentaires en fin de jeu. Toutes mes ressources restantes, en jetons ou en argent, valent 1 point de victoire pour 3 ressources. Et le jeton double feu ne compte que pour 1 jeton. En cas d'égalité, en points de victoire finaux, c'est le joueur qui aurait été placé le plus de jetons de repeuplement sur le jeu qui l'emporterait. Et s'il y a toujours une égalité, c'est celui qui aurait été placé le jeton avec la valeur la plus grande sur le jeu qui l'emporterait. Ainsi, il y a vraiment un vainqueur à la fin de Messina. Faites bien attention dans le jeu aux petites informations qui sont ici à chaque manche. Pas oublier de placer plus de rats à la phase 4. Faut pas oublier de changer les tuiles à la phase 5 pour remplacer les tuiles des ateliers par les nouvelles tuiles d'atelier en one shot. Ce sont des choses vraiment importantes au niveau de votre placement et que les feux doivent être doubles pour combattre les rats à partir de la phase 5 et de la phase 6 et qu'à chaque fois que l'on combattra un rat grâce à un double feu, on aura alors 2 points de victoire, je ne l'ai pas précisé précédemment. Donc Messina n'est pas un jeu qui est trop compliqué à jouer au niveau de ses règles, c'est assez simple, on va placer un meeple, on va récupérer un villageois, on va combattre un rat, on va faire l'action de la tuile. Ce qui est intéressant ce sont les combos qu'on va faire avec, parce que faire une action ici pour aller avancer là-bas, pour faire une construction, déplacer un bonhomme avancé, un surveillant qui va me redonner un bonus, il y a moyen parfois de comboter assez bien et d'avoir plusieurs actions qui vont s'enchaîner pour développer son jeu plus rapidement par rapport à un autre. C'est ça qui est vraiment très intéressant et très important. Très important d'avoir, dès qu'il est possible, des chariots ici pour savoir réenvoyer des villageois en jeu. Mais maintenant, les villageois,
mais si vous les avez là-bas, vous ne les avez plus ici, ils ne font plus des actions. Donc ça va vraiment contrebalancer ces actions-ci. On va dire que les chariots deviennent importants à partir de la manche 4. Vous avez l'occasion de récupérer plusieurs villageois. Potentiellement, on pourrait dire 3 par tour si vous avez réussi à mettre vos lieutenants sur des endroits où il y avait des villageois, qu'il y en a eu assez pour tout le monde. Et seulement à ce moment-là, on pourra effectivement les réenvoyer et récupérer quelque chose. Peut-être une faiblesse, c'est ce coup-ci, parce qu'on sait rapidement quel est l'ordre des rats qui vont arriver. C'est toujours un rat qui est debout, qui regarde à gauche, puis après à droite, ou qui regarde à droite et puis après à gauche. Mais c'est toujours debout, d'un côté et le côté opposé. Donc, quand on a vu 2-3 fois le cycle, on sait vraiment où est-ce qu'on est. Et si on fait attention, on peut deviner les endroits où les rats vont apparaître. Et c'est important au niveau du repeuplement pour ne pas aller le mettre sur un endroit où on va avoir dans les 2 tours après un rat qui va apparaître. Et donc ça, c'est possible de l'éviter assez facilement. Les couleurs de placement des citoyens est beaucoup moins important que l'arrivée des rats. C'est donc encore un chouette jeu de Vladimir Suchy et de Raúl Fernández Aparacho qui, un petit peu dans la lignée des Praga, vous permet de faire plein de choses et de développer son jeu continuellement. Peut-être un petit peu moins complexe que ses dernières productions, donc un petit peu plus accessible pour tout le monde, ce qui était peut-être un bien aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu et pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!